Doit-on inviter les films issus des plateformes, donc dans les festivals de cinéma, en substance? Voilà, c'est une question un petit peu compliquée, hein. Alors déjà, est-ce qu'on parle de films, est-ce qu'on parle de séries? S'il s'agit de films, il va de soi que par rapport à leur exploitation en salle, comme ce sont des films qui ne sont pas destinés aux salles, ça pose en effet un véritable problème. Et à mon sens, donc non, ma réponse est plutôt non. Festival et cinéphilie. Alors oui, de toute façon, il vaudrait mieux parler des cinéphilies au pluriel que de la cinéphilie au singulier. La cinéphilie, c'est un phénomène historique qui prend naissance dans les années 20 en France, qui se développe également dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est une histoire un peu classique, si je puis dire, de la cinéphilie. Mais la cinéphilie, les cinéphilies continuent évidemment à exister aujourd'hui pour tout un tas de films. D'ailleurs, la cinéphilie s'est diversifiée dès les années 50-60 vers le cinéma de genre, vers les cinémas extra-européens, etc. Donc, si on prend le terme cinéphilie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'amour du cinéma, il va de soi que lorsque l'on pratique, lorsque l'on fréquente un festival comme le festival de Jindoux, mais aussi évidemment d'autres festivals finalement de la même envergure. On pourrait en citer tout un tas d'autres en France, La Rochelle, Douarnenez, Lussas, etc. Ce sont des formes de cinéphilie qui ne sont pas d'ailleurs exclusives de formes d'intérêt pour les choses du monde dont peuvent parler certains documentaires, c'est le cas à Jindoux, c'est le cas à Lussas, mais aussi des formes nouvelles évidemment de cinéma qui sont également présentés dans un festival comme le festival de Jindoux. Est-ce que c'est pas un mot qui fait peur pour la nouvelle génération? Moi, je vois pas en quoi ça fait peur. C'est pas parce que c'est un mot dont la racine est grecque que ça doit faire peur. Je n'ai pas l'impression. Moi, j'enseigne à des jeunes gens qui sont étudiants. Ils n'ont pas peur de se revendiquer cinéphiles. De toute façon, le terme de philie est un terme qui s'applique à d'autres formes de pratiques culturelles. On commence à parler par exemple de ludophilie pour ce qui concerne les jeux vidéo. Les jeunes générations, et pas seulement elles d'ailleurs, sont très amatrices de jeux vidéo. Donc non, pour moi, c'est pas du tout un terme qui pose problème. Non. D'accord. Alors, il y en a encore un certain nombre. Je vais essayer de ne pas les semer dans le champ à côté. De la difficulté à avoir des films en avant-première. Alors ça, c'est une question qu'il faudrait davantage poser aux programmateurs de Jindoux Cinéma, Marie Virgo, Sébastien Lasserre. C'est vrai que c'est une question qui se pose régulièrement, mais qui, pour le type de films qui sont projetés à Jindoux, ne pose pas de problème majeur. C'est-à-dire que finalement, non seulement le festival est bien ancré, je dirais, et dans son territoire et dans le paysage cinématographique, la chose je pense dans les mêmes termes, par exemple à La Rochelle. Je prends cet exemple parce que c'est un festival sans compétition comme l'est le festival de Jindoux, et donc le fait que ce soit sans compétition est aussi évidemment quelque chose d'intéressant lorsque l'on passe des avant-premières. Il s'agit juste de susciter l'intérêt du public et pas seulement d'attirer des producteurs, des distributeurs et des cinéastes pour avoir des prix. La question se pose évidemment en d'autres termes pour d'autres lieux de plus grande importance, ou pour, par exemple, des manifestations organisées en cinémathèque, pour le cinéma de patrimoine. Donc là, on sort de l'avant-première, mais parce qu'on peut avoir des phénomènes de rétention des films, si je puis dire, de la part de distributeurs qui sont associés à telle ou telle plateforme et qui peuvent retenir tel ou tel film qui fait partie de leur catalogue et qui empêche en fait de les montrer à nouveau en salle. Donc on n'est pas là dans le champ de l'avant-première, donc ce qui va sortir en salle ensuite, mais plus sur la manière dont on utilise finalement commercialement tel ou tel objet, tel ou tel film, parce que on va en sortir un dans la même série, dans la même continuité. Alors bon, en même temps, c'est pas à Jindoux qu'on va montrer ni des James Bond, ni des films Marvel, hein, donc la question se pose pas du tout ici. C'est un autre type de cinéma qui a son intérêt, sa légitimité, mais enfin la question se pose pas du tout ici, c'est pas le cinéma qu'on recherche ici. Il n'en reste pas moins que la question se pose plus, je pense, aujourd'hui, avec cette forme de sérialité qui affecte non seulement les séries au sens traditionnel du terme, mais aussi les films, je dirais, mainstream, dont finalement en fait les différents opus
posent parfois problème si on souhaite les diffuser à des fins purement, d'ailleurs, d'histoire du cinéma. Alors, je vais en prendre une autre. Trop de festivals tuent le cinéma. Alors non, je ne crois pas du tout. Là, je n'ai pas tellement envie d'argumenter. C'est-à-dire que je pense qu'un festival de cinéma est un lieu qui permet au public, on le voit ici, de voir des films qui ne sortiront pas nécessairement dans la région, dans les salles de la région, même si on a ici du public qui vient de Toulouse, et donc un certain nombre des films qui sont présentés ici seront présentés dans les salles d'arrêt d'essai, par exemple de Toulouse, ça peut être aussi dans d'autres villes, ça va de soi. Moi, je pense que la pratique des festivals de cinéma est une pratique cumulative avec la pratique spectatorielle classique en cinéma. De même que pendant longtemps, au demeurant, quand on était amateur de DVD, de films en fait projetés ou visionnés dans un espace domestique, à mon sens, c'était une pratique cumulative aussi. Moi, c'était quelque chose que j'avais constaté quand j'étais conservateur de la Cinémathèque de Toulouse. Quand on passait des westerns, on avait fait, je me souviens, une programmation sur le western dit crépusculaire dans les années 70 et 80, enfin 60, 70, 80, donc c'est une programmation qui a maintenant une douzaine d'années. On avait eu beaucoup de monde, de jeunes gens qui avaient certainement vu ces films en vidéo, mais qui souhaitaient les découvrir sur le grand écran. Et pour moi, la curiosité suscitée par un festival comme le Festival de Jindou, par la découverte des films, n'est pas du tout contraignante, n'empêche pas en réalité le visionnement des films par ailleurs, et c'est plutôt une dynamique positive. Non, si il y avait en fait un festival de cinéma finalement dans chaque chef-lieu d'arrondissement, j'exagère un petit peu, mais enfin ça ne me dérangerait pas plus que ça. Alors, je vais encore remuer, bon il y en a encore un certain nombre. Moins que tout à l'heure. Alors, de l'influence d'un festival pour les entrées en salle, bon, j'ai finalement un peu répondu à cette question à l'instant, c'est-à-dire que moi je crois aux pratiques cumulatives, je crois que finalement, et j'irai même au-delà, je pense que on constate quand même aujourd'hui, on le constate là tous les jours ici à Jindou, là depuis que le festival a commencé. Mais c'était le cas, j'ai fait un tour à La Rochelle au début de l'été, c'est le cas je sais dans d'autres festivals qui ont lieu en ce moment. En réalité, il y a beaucoup de spectateurs dans ces festivals de cinéma. On est en train de retrouver les chiffres de fréquentation qui étaient ceux de l'avant-pandémie de 2019. Il est encore trop tôt pour faire un bilan ici à Jindou, bien entendu. On constate qu'il y a beaucoup de monde aux projections dans la journée, aux projections le soir. Et en réalité, c'est donc bien en fait qu'il y a une curiosité, une appétence du public pour voir des films sur des grands écrans, comme l'écran magnifique qui est ici à notre droite, en bas du cinéma de verdure. Donc non, je ne crois pas du tout qu'il y ait une influence en tout cas négative pour les entrées en salle. L'influence que ça peut avoir, c'est au fond une influence positive parce que on n'a pas pu voir un film qui était projeté dans tel ou tel festival et qu'on avait envie de le voir parce qu'on n'avait pas le temps. Mais donc on va le voir en salle lorsqu'il sort, parce qu'on conduit ses amis, ses relations en leur disant j'ai vu ça au festival, c'était super, vas-y, ou bien parce que en fait finalement on a envie de le revoir justement en salle après l'avoir découvert en festival. Oui, je crois s'il y a une influence, en tout cas il me semble que c'est plutôt une influence positive qui tient à cette logique cumulative des spectateurs, des spectatrices de festivals qui à mon sens sont plutôt mus par une forme de curiosité pour le cinéma qui va les amener à aller plutôt en salle par la suite. Alors, encore une petite bande. Le festival les festivals sont-ils trop loin de la préoccupation économique des salles? Alors, ça dépend ce qu'on entend par préoccupation économique des salles, c'est-à-dire la fréquentation. Oui, la fréquentation, la notion économique. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quoi, il y a eu quand même une baisse du nombre de spectateurs. Oui, absolument. Oui. Et que donc voir Jindou plein, c'est une chose. Oui. Voilà, les salles, elles, peut-être, sont plus à la peine. Quoi, les festivals sont pleins, mais les salles sont peut-être plus à la peine. Oui. Alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, on constate qu'il y a une vraie appétence du public, c'est-à-dire que, au fond, la fréquentation forte des festivals de cinéma, en particulier de celui dans lequel on se trouve ici,
vient contredire ce qu'on entend parfois trop souvent, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de voir des films en salle, ou plus envie de voir des films dans un environnement ou dans un espace collectif, puisque c'est ça, aller au cinéma. Pas le fait que la salle elle soit close ou elle soit ouverte, c'est le fait de voir en fait des films dans un espace collectif. Alors, moi, je peux pas répondre là-dessus précisément, c'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression, il y a ici, je le sais, dans les spectateurs de Jindou et les spectatrices, un certain nombre d'animateurs de salles, de directeurs, de directrices de salles de cinéma, de la région ou plus largement d'autres parties de la France, ou d'anciens directeurs ou d'anciennes directrices en fait, de salles. Donc pour moi, ça pose pas de problème majeur en réalité, cette question de logique économique. Je ne crois pas qu'il y ait encore une fois de contradiction entre la logique économique d'un festival comme celui-ci, qui ne vise pas à gagner de l'argent, mais vraiment à faire découvrir des films au public, et la logique économique des salles. Alors, la question se pose peut-être en d'autres termes lorsque, par exemple, on a affaire à des films plus grand public, encore une fois, plus mainstream, parce que on constate que c'est quand même ces films qui ont du mal aussi à trouver leur public aujourd'hui. Et ça tient à une logique qui échappe complètement au festival, qui est une logique, je dirais, plus de distribution commerciale, certaines plateformes aujourd'hui choisissant, privilégiant le maintien des films sur la plateforme au détriment de la sortie en salle. Certains de ces films, notamment des blockbusters américains, étant, on le sait, des moteurs pour des petites salles, y compris dans des petites villes ou dans des milieux ruraux, qui peuvent justement en fait à la fois projeter un blockbuster et puis projeter en fait des films d'auteur. Et donc c'est vrai que s'il n'y a pas le blockbuster pour tracter en quelque sorte le public de la salle, c'est parfois plus compliqué. Je sais que par exemple ce mois d'août, il se trouve que j'en ai discuté il y a quelques temps avec deux directeurs de salle. L'un qui était en région et l'autre à Paris. Je sais que cet été, par exemple, il n'y a pas de grosses machines américaines qui sortent. Et pour un certain nombre de salles qui sont dans les zones touristiques de la France, notamment sur le littoral, etc., c'est très compliqué parce que en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas eu en fait d'éléments pour attirer le public vers les salles pendant l'été. Voilà. Mais là, c'est une logique qui est vraiment une logique qui n'est pas celle des festivals, qui est celle des majors de la distribution, et en particulier lorsqu'il s'agit de distribuer des films américains dont on le sait qu'ils entraînent le public derrière eux. Alors, le streaming est-il l'ennemi du festival? J'ai un petit peu répondu en partie en disant que, à l'inverse, le festival n'était pas l'ennemi du streaming. Donc non, je ne le pense pas. On le voit avec la fréquentation ici. Et puis alors, moi, j'ai maintenant, en fait, même si aujourd'hui un certain nombre de plateformes peuvent projeter ce qu'on appellerait des films d'auteur, certaines plateformes sont aussi d'ailleurs des plateformes en France réservé aux documentaires. Je pense à Tank, la plateforme mise en place par l'USAS, mais aussi à Mubi ou à la plateforme d'Arte. Ce sont d'abord des plateformes dont le public est évidemment pas du tout le même que les grandes plateformes américaines qui sont présentes en France. Mais par ailleurs, moi je crois que, encore une fois, c'est pas tout à fait les mêmes objets qu'on regarde, où le streaming, ce sont parfois des films au sens classique du terme, c'est-à-dire une unité qui fait 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, mais c'est quand même beaucoup des séries. C'est pas du tout le même type de récit, c'est pas du tout le même type d'attention, c'est pas du tout le même type de réception. Et donc pour moi, non, le streaming n'est pas l'ennemi des festivals, en tout cas pas d'un festival comme celui-ci. Est-ce qu'il est prévu que justement vos archives, parce que maintenant il y a 38 ans, donc il y a des archives maintenant qui existent à Jindou, soient un jour mis à disposition du public, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Comme mettons qui est devenu une vraie collection, quoi. Oui. Tout ce qui est. Alors les films qui se passent au festival, le festival n'en a pas la propriété, n'en a pas les droits. Donc c'est un non. Donc la question peut évidemment se poser pour un certain nombre de films, notamment les courts-métrages, produits par Jindou Cinéma, à l'issue des différents concours, des différents accompagnements d'aide à l'écriture organisés par Jindou Cinéma tout au long de l'année, qu'il s'agisse du goût des autres avec les collégiens, qu'il s'agisse de La Ruche, par exemple. Encore faut-il qu'évidemment Jindou ait vraiment en fait les droits de l'ensemble de ces films. C'est pas en tout cas, à ma connaissance, il n'est pas prévu qu'il y ait une sorte de plateforme pour tous ces films. Et puis je ne sais pas si ça serait vraiment intéressant
de mettre juste les films de Jindou. Enfin, c'est une masse qui n'est pas critique. C'est pas que les films. Je parle des débats aussi. Alors oui, ça c'est autre chose. Non, les débats, c'est une vraie collection. Oui, là c'est autre chose. Oui, ça c'est un projet dont on ne sait pas encore exactement de quelle manière on va le mettre en place, mais un projet dans la perspective des 40 ans du festival, dans 2 ans, qui serait en fait de mettre à disposition, il y en a déjà un certain nombre, il faut le savoir, sur le site, grâce au travail réalisé par Elisabeth Virgo, donc mettre à disposition sur le site du festival les tchatchs, les rencontres, en surmontant un certain nombre de difficultés, parce qu'en fait sur les 25 dernières ou 30 dernières années, il y a eu aussi beaucoup de formats d'enregistrements qui se sont succédés, et donc il y a tout un travail parfois de renumérisation à faire, de gestion des données, etc. Mais oui, ça serait, en effet, c'est un projet qui n'est pas encore très affiné, mais qui nous intéresserait. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas dans une logique de streaming de films, enfin, comme c'est le cas sur les plateformes. Alors, il n'en reste plus beaucoup, mais enfin, il en reste 3 encore. Le festival comme transmission, ah oui, bah ça évidemment, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'éveil aussi. L'une des grandes qualités, je pense, en fait, du festival de Jindou, mais je crois qu'en fait, ça n'est pas le seul festival comme cela, c'est le nombre des bénévoles. Il y en a à peu près 70 chaque année, ce sont des jeunes. Ces bénévoles, lorsqu'ils viennent à Jindou, sont souvent, en fait, des jeunes gens qui poursuivent ensuite et qui continuent à venir comme spectateurs ou spectatrices du festival. Là, on a vraiment, en fait, je pense, un rôle de transmission qui se réalise aussi, qui est aussi pratiqué avec des séances jeunes publics qui existent davantage finalement depuis quelques années que quelques années auparavant. La transmission, elle se fait auprès des jeunes, mais pas seulement, elle se fait auprès des adultes. Oui, et je crois que vraiment, puisqu'on a parlé de Guy Cavagnac, ancien président du Festival de Jindou, qui nous a quittés cette année, voilà quelqu'un qui était complètement dans la transmission du cinéma, que ce soit par ses activités de producteur, avant qu'il ne devienne président du festival, ou quand il a été président du festival. Cette transmission, elle est aussi visible lorsque Jindou Cinéma, pendant l'année, organise un concours comme Le Goût des Autres, qui est un concours de scénario destiné aux collégiens de plusieurs grandes régions administratives en France. Donc oui, c'est évidemment un lieu de transmission, ça va de soi. Festival numérique, donc ça voudrait dire festival en ligne, c'est ça ? Ouais. Alors, pour moi, c'est vraiment un pis-aller que le festival numérique. C'est une solution qu'ont adopté un certain nombre de festivals. Je pense à l'USAS, une fois de plus, mais aussi à des festivals de patrimoine. Je pense à Bologne ou à Pordenone, en Italie, pendant la période du Covid. C'est-à-dire donner un accès qui ressemble à une forme d'accréditation numérique au public pour pouvoir visionner un certain nombre de films depuis son ordinateur. Mais pour moi, c'est vraiment l'anti-festival, ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est une hypothèse qu'on a à un moment envisagée, mais qu'on a très vite écartée à Jindou, c'est-à-dire ne pas faire, en fait, finalement, ce qui semblait en fait être la seule solution pour maintenir un lien avec le public, c'est vrai pendant le grand confinement de 2020, mais ne pas faire ça, c'est-à-dire en fait avoir notre public de l'autre côté de son écran domestique. Je pense que pour moi c'est totalement antinomique avec la logique d'un festival, qui est que les gens se rencontrent les invités, que les invités sont disponibles, on le voit, pour discuter avec le public, que ce soit aussi en fait un espace en fait où finalement une sorte de petite cité, il y a presque une dimension utopique je trouve dans le lieu du festival comme ça, un espace où les gens se rencontrent, discutent, etc. Et il va de soi qu'être derrière son écran, dans son espace domestique de manière individuelle, c'est totalement antinomique avec cette logique. Donc s'il est possible de maintenir et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 2020, même si c'était dans une formule un petit peu réduite, un festival dans une forme physique, c'est pour moi la seule manière en fait de continuer à faire exister un festival.
histoire. Donc, voilà, donc, je me souviens de ça, c'était très très bien, là, cette encyclopédie du court-métrage français, qui est quasiment la seule à exister et qui permet en fait de savoir tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire du court-métrage en France. C'est quelque chose d'assez précieux, notamment pour travailler sur cette histoire qui est finalement assez peu connue. Donc là, on a beaucoup de choses sur les questions justement de fabrication des films. Bon, comme il y a tout un volet de la programmation qui concerne le Front populaire, les mémoires ouvrières, donc il y a tout un rayon là sur le Front populaire, justement les manifestations, des choses comme ça, etc. Là, il y a un livre là, que je n'ai pas lu, sur les techniques et politiques des médias décentralisés, le direct et le numérique. Donc ça c'est intéressant là, dans cette collection là, Mimesis, chez Mimesis. Je ne sais pas si on a quelque chose qui peut être intéressant sur les médias légers, le cinéma documentaire, oui, donc plutôt sur des choses très contemporaines. Et Guy Cavagnac, mais aussi Guy Cavagnac et Jean Renoir. Donc ça, c'était un très beau livre, édité par les éditions de l'Œil, sur les photographies de tournage d'une partie de campagne de Jean Renoir, qui va passer ici à Jindou vendredi soir. Photographie prise par Élie Lothar, un photographe qui a été cinéaste, qui a été lui-même assistant de Jean Renoir, donc sur ce film mythique tourné dans les années 30, avec un très beau texte de Guy Cavagnac. Donc voilà, donc ça c'est un très beau livre au format à l'italienne. Et puis ce petit livre là de Tanguy Perron qui va venir aussi, qui est l'invité aux éditions de l'Atelier, qui sont des éditions avec une forte tradition militante. Rose Zenner et Willy Ronis, Naissance d'une image. Très joli livre autour de cette photographie célèbre en fait de Willy Ronis, prise en 1938 pendant les grèves de 1938, et qui croise à la fois l'histoire de cette photographie, l'histoire de cette figure de femme militante, Rose Zenner, qui est devenue une sorte d'emblème comme ça. De ces luttes, de la fin du Front populaire, en réalité. Très joli livre qui fait une analyse d'image, une analyse historique, une analyse contextuelle, et qui est aussi une contribution à l'histoire du militantisme, à l'histoire des femmes, à l'histoire de la photographie. Alors évidemment, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, voire impossible. En fait, puisqu'il faut se plier au questionnaire, et ça ne sera pas une réponse humoristique, je dirais Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Alors le nanar que je visionne en cachette, encore faut-il y prendre du plaisir, sinon évidemment ça devient un petit peu masochiste. Il faut quand même un nanar où on prenne quelques plaisirs, je sais pas, on va dire Les Gardiens de la Galaxie par exemple, voilà. Alors, mon comédien favori, alors, c'est une bonne question. Je pense que le champ est tellement vaste que c'est extrêmement difficile. Je pense que j'irai chercher du côté des comédiens de l'âge classique américain. Des gens qui savaient tout faire, qui étaient extraordinaires. Peut-être, je sais pas, James Stewart ou Cary Grant, quoi. Voilà. Alors, ma comédienne favorite, alors là aussi, j'hésite parce qu'en fait, choisir une grande star, choisir finalement quelqu'un de pas très connu, est-ce qu'on va chercher du côté français, pourquoi pas du côté des comédiennes du muet, ou alors à l'international. Je pense que, si certains de mes étudiants me regardent, ça les fera rire, je dirais, allez, Romy Schneider. Alors, je suis pas très très bon pour les musiques de films, je dois dire, en fait. J'ai parfois du mal à les reconnaître. Vraiment, enfin, ça m'intéresse, mais c'est pas quelque chose auquel, en fait, je pense d'ailleurs, et c'est finalement une forme de défaut de spectateur, suffisamment attentif dans les films, qu'il s'agisse d'une musique qui reprend une musique déjà composée ou une musique originale. Donc, on va essayer de trouver en fait une musique originale. Donc bon, je dirais en fait, parce que c'est une allusion à la fois à ce film qui est magnifique et aussi à Nanni Moretti, peut-être la chanson de Lara dans Docteur Zhivago. Voilà. Ouais. Une vocalise, non? Ah non, là, je crois pas que une réplique qui fait mouche.
Alors là, ça va être peut-être donc dans le cinéma français, ou en tout cas quelque chose qui touche aussi tout le monde, parce qu'une réplique qui fait mouche, c'est non seulement une réplique brillante, mais une réplique que tout le monde reconnaît. Donc je dirais, je connais une polonaise qu'on buvait au petit déjeuner. Le film? Les Tontons Flingueurs. D'accord. Alors c'est difficile parce que je lis plus tellement de revues de cinéma aujourd'hui. Je lis plutôt des livres, des essais, des choses comme ça, etc. Donc si je pouvais mettre un joker, je mettrais un joker. Mais si j'ai pas droit au joker, c'est très compliqué. Bon, vous avez le droit au joker. Hein. Comment? Vous avez le droit au joker? J'ai droit au joker? Ouais. Ah bah alors je mets un joker. Mais parce que du coup il est inaccessible ou parce que non, on ne sait pas finalement. Il faut savoir, c'est une expression dont se moquent beaucoup mes étudiants, parce que je suis prof à la fac, parce que c'est une expression que je leur sors souvent, en fait, voilà quelque chose que les moins de 20 ans ou que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Un film que... Alors encore faut-il que, justement, il n'ait pas la curiosité d'aller y voir. Même sur les plateformes, aujourd'hui, on a des films muets, hein, où on a des films qui, sans être muets, sont relativement anciens. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme ça, un film, alors, il faudrait une petite curiosité quand même. Une chose un petit peu rare, et que j'aime bien, je piocherais certainement dans le cinéma français des années 30-40, parce que ça, je sais que c'est des choses que justement les moins de 20 ans ne regardent pas ou qui ne peuvent pas connaître. Peut-être un film que j'aime bien qui s'appelle Sylvie et le fantôme, de Claude Autant-Lara. Voilà. Alors, quel film sur l'heure est-ce que je mettrai en chantier? Question difficile, ça dépend un petit peu de combien d'argent je dispose, ça va de soi. C'est le fantasme. Voilà, donc si j'ai un crédit illimité, mais vraiment illimité, oui, illimité, Oui. j'entends bien. Je pense que j'aimerais bien, mais encore faudrait-il ressusciter le metteur en scène. Mettre en chantier ce film qui n'a jamais vu le jour, qui était donc une adaptation de la comédie humaine d'André Malraux par Eisenstein. Sur lequel il y a eu un travail de scénario qui a été fait par Malraux. Mais c'est vrai qu'il faudrait à la fois ressusciter Malraux, mais bon, peut-être qu'on peut s'en passer pour le scénario, mais en tout cas Eisenstein pour la mise en scène, et ça serait de toute façon difficile, donc il faudrait vraiment un crédit très illimité. Alors oui, si tant est qu'il puisse y avoir justement des figures humaines sur les billets en euros. Je commencerai par la comédienne, parce que c'est quelqu'un qu'on va d'ailleurs voir ce soir à Jindou dans la séance de 18h30, et qui est une grande comédienne, une grande figure du féminisme aussi. Donc je mettrai Delphine Seyrig en fait sur un billet de banque pour la comédienne. Et pour ce qui concerne le comédien, peut-être une figure peut-être plus européenne, ou qui a traversé comme ça en fait nos vies. Voilà, donc peut-être que je mettrai Vittorio Gassman. C'est en fait par les films en noir et blanc que je suis entré en cinéma. C'est vraiment en fait ce cinéma. Alors bon, on peut encore faire des films en noir et blanc. Il y a des gens qui font encore des films en noir et blanc aujourd'hui. Il y a même parfois des films presque muets. Même si muet n'a pas toujours été en noir et blanc, mais ça c'est autre chose. Oui, la qualité du noir et blanc, la qualité du contraste. Ça ne veut pas dire que, évidemment, je rechigne à aller voir des films en couleur, mais c'est un type de cinéma, en effet, qui est un petit peu mon cinéma, ma maison. Et donc oui, on peut dire que, je ne sais pas si le terme de nostalgique convient, mais oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La dernière fois que vous avez été au cinéma, dans une salle, hein. Alors, dans une salle bien et que vous avez... Non, que vous avez payé une place. Que j'ai payé ma place. Eh bien, c'était peu de temps avant de partir en vacances, où je suis allé voir une reprise à Paris, qui est la Terrasse des Torres Scola. Oui, tout à fait. C'est pas non plus ce que je préfère, le fantastique, l'horreur, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est un plaisir un peu, alors pas vraiment coupable, parce qu'aujourd'hui les films de genre font partie de l'histoire du cinéma pleinement, et puis ça existe depuis très longtemps. Oui, mais alors c'est vrai qu'il faut quand même le dire,
pour le coup, et avouer quelque chose ici devant ce confessionnal, j'aime aussi beaucoup les séries de genre. Voilà, par exemple, je suis un grand amateur de Stranger Things, cette série fantastique sur Netflix. Voilà, donc ça, c'est des choses, oui, que je regarde avec beaucoup de plaisir. Mais il ne faut pas bouder dans son plaisir lorsque l'on regarde des images, qu'il s'agisse de films ou de séries. J'aurais tenté de dire non.